Français du Monde a donc été créé en 1980, suite, on va dire, à une scission avec d'autres associations déjà existantes. L'idée de Français du Monde, c'était de vraiment promouvoir auprès des Français de l'étranger et défendre auprès des Français de l'étranger des valeurs de solidarité et d'entraide en étant ancrés dans la famille de la gauche républicaine. Les fondateurs de cette association trouvaient que jusque-là, dans les associations de Français de l'étranger, on va dire que la parole politique militante, sans qu'elle soit partisane, était trop ancrée vers un certain côté de l'échiquier politique. Et ils ont souhaité apporter plus de diversité auprès des Français de l'étranger en termes d'engagement militant. Donc, Français du Monde est une association reconnue d'utilité publique. D'ailleurs, à ce titre, elle touche des subventions du ministère de l'Intérieur. Et comme, on va dire, toute association reconnue d'utilité publique, elle a une vocation d'entraide qui est très, très forte. C'est-à-dire que notre principal moyen d'action et volonté d'action, c'est d'aider les Français de l'étranger, de les défendre dans leurs droits de Français expatriés, faire vivre la vie civique et rapporter du lien social, de la cohésion sociale entre tous ces Français expatriés. Aujourd'hui, on a 130 sections dans le monde que les Français qui veulent s'expatrier ou qui sont déjà expatriés peuvent retrouver sur notre site internet, avec des sections locales qui sont organisées localement, avec un président, un trésorier, un secrétaire général local, etc., qui sont, on va dire, indépendantes dans le choix de leurs activités et le choix des actions qu'elles veulent mener dans leur pays d'accueil, mais tout en étant adhérent à l'association à Paris. C'est-à-dire qu'un adhérent à Lisbonne ou au Mali est un adhérent à Paris. Le but de la section, c'est de permettre aux adhérents dans chaque pays de s'organiser localement et d'être indépendants localement par rapport à leurs activités et aux actions qu'elles veulent mettre en œuvre pour l'entraide. Par exemple, même si on essaye un peu de coordonner certaines actions, là, dernièrement, on a essayé il y a beaucoup de sections Français du Monde qui ont mis en place les fonds de soutien aux entrepreneurs via la DFAE, ou d'autres sections s'étaient coordonnées pour acheter des tablettes numériques pour les familles boursières. Même si on essaye de coordonner et d'initier on va dire des campagnes nationales, chaque section est indépendante effectivement pour le choix de ses activités et par rapport aux besoins de la population locale. Je pense qu'il faut rappeler que la réforme de 2013 s'est faite sur, on va dire, ce que l'on appelait avant des commissions consulaires, avant que cela devienne des conseils consulaires. Et dans ces commissions consulaires, le président ou la présidente de section Français du Monde était membre de droit. Et donc, finalement, c'est assez naturellement qu'en 2014 et en 2021, les candidats qui se sont engagés pour être conseillers consulaires sont les héritiers, en fait, de ces commissions consulaires d'autrefois. Ce sont des gens qui faisaient déjà le travail en étant président de section, en quelque sorte de conseiller consulaire, sans en avoir le titre et sans en avoir, entre guillemets, les indemnités. Donc, effectivement, l'association, en étant association d'utilité publique, elle est représentée auprès des ambassades dans tous les différents, on va dire, les différents organes de décision où les Français ont besoin d'être défendus, que ce soit historiquement à la commission des bourses, la commission pour l'emploi. On a des administrateurs aussi à la Caisse des Français de l'étranger, en commission d'action sociale, etc., etc. Donc, c'est quelque chose on va dire, de naturel. Finalement, c'est la mission de l'association qui s'est poursuivie, dans ces conseils consulaires. Alors oui, pour répondre à la question, il y a une forme de synergie qui se crée entre forcément les sections et les conseillers des Français de l'étranger qui sont souvent issus de ces sections, qui souvent ont été par ailleurs présidents ou présidentes de ces sections entre guillemets, dans une autre vie. Donc, on fait des économies d'échelle, je pense, en étant doublement présent sur le terrain. C'est une manière pour nous de faire rayonner l'association et de mieux défendre les Français expatriés. On va dire, pour utiliser un anglicisme, on va dire que Français du Monde, c'est une association qui permet de faire du lobbying auprès de l'administration française. C'est un de ses rôles d'être lanceur d'alerte sur les sujets qui touchent aujourd'hui les Français expatriés. On sait bien que depuis 2 ans, 1 an et demi, avec la crise sanitaire et la pandémie mondiale, sans reprendre exactement le terme du monde d'après, mais il faut penser ce monde d'après.
Et on voit qu'un certain nombre de problèmes se posent aujourd'hui qui ne se posaient pas autrefois. On voit aujourd'hui toutes les difficultés que peuvent avoir certaines populations françaises expatriées à rentrer en France avec la reconnaissance des vaccins et la mise en place du pass vaccinal. Va aussi se poser le problème de entre guillemets, de la relance économique pour les entrepreneurs français à l'étranger, puisqu'on sait que pour beaucoup, ils ont été affectés par la crise. Beaucoup des Français expatriés, en tout cas, moi c'est le cas dans mon pays, sont des Français qui travaillent dans le secteur du tourisme, qui aujourd'hui est un secteur sinistré, puisque le tourisme a été une des premières industries à souffrir de la crise. Donc on a effectivement beaucoup de chantiers qui s'ouvrent devant nous. On est arrivé après, on va dire, un an de négociations à essayer de convaincre l'administration que c'était important d'aider les entrepreneurs. Pour la première fois depuis 1980, une aide a été mise en place pour les entrepreneurs français à l'étranger. Alors, ce n'est pas une aide aux entreprises, c'est une aide aux entrepreneurs. Ça a été fait sur le budget de l'aide sociale, mais ça veut dire que c'est possible. Et il ne faut pas que ce soit juste exceptionnel pour cette année. Si on a été capable de le faire un an, on doit pouvoir être capable de le faire sur plusieurs années et de pérenniser ce système. Ça a toujours été le rôle de l'association. L'association a été moteur pour créer, par exemple, les groupes flammes au début des années 90 ou pour créer les commissions permanentes sur l'emploi et la formation professionnelle au milieu des années 80. On a toujours essayé d'être novateur pour, effectivement, sur les problèmes qui surgissaient du terrain et les faire remonter à l'administration pour trouver des nouvelles solutions. Donc, peut-être que pérenniser ce que l'on a créé cette année, ça serait quelque chose de bien pour nos entrepreneurs expatriés à l'étranger. J'ai choisi de m'engager auprès de Ségolène Royal dans cette élection sénatoriale à titre personnel, à titre de militant politique et citoyen, parce que j'y trouve une forme de continuité effectivement, dans mon engagement associatif et dans tout ce que nous avons pu faire collectivement ou individuellement depuis 11 ans en ce qui nous concerne. Ma volonté, c'est vraiment de changer le quotidien des Français d'étrangers et de trouver, on va dire, des moyens efficaces de faire en sorte que notre voix soit entendue. Il m'est apparu très tôt que la candidature de Ségolène Royal était un moyen pour nous d'avoir une voix forte pour les Français d'étrangers. Aujourd'hui, nous souffrons dans le débat parlementaire de ne pas être entendus. Au cours de ces dernières années, combien de fois nous avons vu des amendements déposés par nos parlementaires des Français d'étrangers retirés à la demande du gouvernement? Énormément. On a besoin de pouvoir gagner des arbitrages budgétaires, ce que l'on arrive difficilement à faire. Donc, je pense que sans m'aventurer, je pense que l'expérience nationale et l'envergure nationale de Ségolène Royal nous permettra d'être entendus. Ce n'est pas pour autant que ça sera efficace à 100%, mais au moins, en ayant la garantie d'être déjà entendu, on aura plus de chances d'être écouté. Voilà. C'est très difficile pour nos parlementaires des Français et l'étranger. Je jette la pierre à personne. Pour beaucoup, ils font un travail de terrain extrêmement efficace et ils sont à l'écoute de tout ce qu'on peut leur faire remonter sur le terrain, de droite comme de gauche. Mais ils ont une difficulté particulière, c'est qu'au total, vous avez 23 parlementaires des Français et l'étranger pour quasiment 800 parlementaires en tout. Donc, notre poids dans la représentation nationale est faible et on peut se retrouver des fois face à des murs parlementaires puisque nos problèmes ne sont pas des problèmes prioritaires pour les autres parlementaires de métropole. Et pour toutes ces raisons, je pense que l'on a besoin d'avoir une voix forte pour les Français d'étrangers. Ça a déjà été le cas, on va dire, entre guillemets, dans l'association, même si je tiens à préciser que sur cette élection sénatoriale, l'association ne soutient personne. On a eu autrefois un sénateur des Français d'étrangers qui s'appelait Guy Pen, qui a été par ailleurs président de l'association, qui était, on va dire, dans les couloirs du pouvoir parisien. Et ça avait permis, notamment au milieu des années 80, effectivement, de créer ces commissions permanentes pour l'emploi et la formation professionnelle ou d'avancer sur d'autres dossiers très importants pour les Français d'étrangers, ce qui montre, à mon goût, à mon sens, que l'on a besoin effectivement de quelqu'un qui soit bien implanté dans ces cercles de pouvoir pour faire avancer notre cause qui, à mon sens, stagne depuis maintenant longtemps. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en tire sur mes 7 ans de présidence de groupe. C'est qu'on a pu produire des textes importants, on a fait de nombreuses pétitions qui ont été signées, qui ont été lues, qui ont été vues, qui ont été entre guillemets, entendues.
mais sans aucune concrétisation en termes de texte. Et aujourd'hui, on a besoin d'efficacité et de rayonnement pour faire avancer la cause des Français de l'étranger. Alors, ça n'étonnera personne, le premier chantier, c'est celui de l'éducation française à l'étranger. Hein, ça n'étonnera personne vu ma profession par ailleurs. Je pense que l'enseignement français à l'étranger pâtit depuis 2017 d'une politique, on va dire, où j'aurais tendance à dire on étouffe la bête, c'est-à-dire qu'on baisse les moyens et fortement, et du coup, ça aboutit à mettre la UEFE, en tout cas pour ce qui est le cas de l'agence, dans une situation financière difficile. Si j'en crois les conseils d'établissement auxquels j'ai pu assister cette année, on se rend compte qu'on est en difficulté financière dans beaucoup d'établissements à gestion directe depuis 2017, c'est-à-dire depuis la ponction de 33 millions d'euros, qui a conduit à remplacer un certain nombre de postes de résidents par des postes de contrats locaux, qui, en étant à la charge de l'établissement à 100% et à la charge des familles, conduit la plupart des établissements à avoir des comptes d'exploitation de plus en plus compliqués. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu une réforme du statut de résident durant la mandature Macron, et on voit que ça devient de plus en plus compliqué pour les établissements de recruter des professeurs résidents. C'est le cas notamment dans mon établissement à Lisbonne. On reçoit de moins en moins de dossiers, alors qu'avant on recevait énormément de dossiers. On reçoit de moins en moins de dossiers puisque ces résidents étant aujourd'hui mobiles et devant rentrer au bout de 3 ou 6 ans en France, on sent une moins grande motivation de la part des professeurs qui pourraient postuler pour postuler sur ce type de contrat, alors qu'en parallèle, on a un peu plus de candidatures en contrat local. Et encore une fois, un contrat local est à la charge à 100% des familles, ce qui pose un problème de financement. Et le deuxième chantier, on va dire prioritaire, compte tenu de la situation sanitaire, c'est pouvoir assurer la mobilité des Français de l'étranger. Voilà, on a suivi finalement tout au long de cette année 2021, tout au long du premier semestre 2021, on a eu 2 étapes. En février, le groupe à l'Assemblée des Français de l'étranger a lancé, à mon initiative, une pétition contre les motifs impériaux. Donc, j'ai choisi de ne pas être le porte-voix de cette pétition compte tenu de ma campagne sénatoriale qui était déjà engagée à l'époque, mais c'était bien une pétition du groupe à l'Assemblée des Français de l'étranger qui avait récolté plus de 20 000 signatures. Donc, il y a une crainte de nos Français expatriés sur le fait de pouvoir exercer leur liberté à la mobilité. Donc, je pense que nous devons trouver des moyens de la garantir. Et deuxièmement, je l'ai déjà exprimé, mais je pense qu'il faut qu'on soit très attentif au soutien apporté à nos entrepreneurs français à l'étranger qui bénéficient d'une vraie reconnaissance par rapport au poids qu'ils ont dans le commerce extérieur français et qu'on puisse mettre en place des outils d'aide de manière pérenne et durable. Oui, donc effectivement, j'ai bien noté que Samantha Cazbonne était candidate à la sénatoriale des Français de l'étranger après avoir été députée de la 5e circonscription, que je connais bien par ailleurs, puisque c'est ma circonscription de résidence. C'est, on va dire, assez curieux, assez surprenant, dans le sens où ça témoigne sans doute d'un intérêt pour la circonscription que nous, sur le terrain, on avait jugé très fluctuant. Cet intérêt un peu délitant pour la circonscription, finalement, se concrétise par le fait que Samantha Cazbonne souhaite être maintenant sénatrice. Sans doute que les bons résultats de la République en marche aux élections consulaires lui donnent l'occasion de sauver un siège de parlementaire et de sauver un strapontin. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ça fasse envie de pouvoir maintenir et de continuer son travail parlementaire. Mais quelque part, j'ai envie de dire que si elle est aussi efficace au Sénat qu'elle l'a été à l'Assemblée nationale, malheureusement, j'ai envie de dire c'est un siège perdu pour les Français de l'étranger en termes de lobbying auprès de l'administration et du Parlement pour pouvoir faire avancer notre cause. Samantha Cazbonne a passé beaucoup de temps sur un rapport sur la UEFE, effectivement, et sur l'enseignement français à l'étranger, duquel il est sorti pas grand-chose. Il y avait un certain nombre de propositions concrètes qu'elle a faites, qu'elle a émises, avec lesquelles on peut et ne pas être d'accord. Il y a un grand nombre avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Mais ce que je constate, c'est que la transposition en termes de réformes réelles est extrêmement faible, à part des réformes qui ont été de très mauvais signaux et de très mauvaises conséquences financières pour le réseau.